Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Benoît Apparu. Benoît Apparu, vous avez 51 ans, vous avez été secrétaire d'État puis ministre délégué au logement dans les gouvernements Fillon 2 et 3, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, c'était entre 2009 et 2012. Première partie, les débuts en politique. Mais avant d'aborder votre vie de ministre du Logement, titre de cette série documentaire Imo Week, je vous propose de commencer par le commencement. Avant d'être ministre, j'ai l'impression que la vie politique a commencé très tôt pour vous. C'est le cas. J'ai dû commencer à 18 ans comme militant au RPR à l'occasion de la campagne présidentielle de 1988, si je ne m'abuse. J'ai dû effectivement pousser la porte d'une permanence dans le 18e arrondissement de Paris, quelques mois avant cette présidentielle. Et puis ensuite, un parcours de militant pendant quelques années, oui. Vous avez été aussi assistant parlementaire d'un homme qui a été, je crois, très important, qui est peut-être encore pour vous, qui est Bruno Bourbrock. J'ai été effectivement assistant parlementaire à Paris, à l'Assemblée nationale, auprès d'un président de commission à l'époque, Bruno Bourbrock, qui effectivement, dans la foulée de cette expérience, ou au milieu de cette expérience de travail, m'a proposé de venir m'implanter, comme on dit, sur son territoire pour éventuellement imaginer à terme sa succession, ce qui s'est fait. Et donc j'ai dû commencer à travailler avec lui à partir de 94. Et c'est à partir de 97, je crois, que j'ai commencé à aller régulièrement sur le territoire chalonnais avant d'être élu adjoint au maire en 2001, puis député en 2007. Donc vous aviez une expérience du Parlement, de la vie du Parlement en tant qu'assistant parlementaire et très proche de Bruno Bourbrock, et puis aussi celle du terrain, de l'élu local, des marchés, des permanences. J'ai eu peut-être la chance d'avoir une multitude d'expériences, celle de militant, comme on dit de base, à coller des affiches et à distribuer des tracts, dans le 18e arrondissement de Paris, puis effectivement l'expérience du Parlement en professionnel de la politique, puis effectivement celle du terrain comme adjoint au maire, puis parallèlement le cabinet ministériel qui est probablement l'élément le plus formateur de ce que j'ai pu faire avant les fonctions ministérielles. Oui, puisque vous avez été au cabinet de Xavier Darcos et de Catherine Vautrin, si je ne m'abuse. Et là aussi, donc vous cumuliez l'ensemble un peu des expériences de l'homme politique, ce que j'allais dire idéal. C'est-à-dire celui idéal, je ne sais pas. En tout cas, j'ai coché évidemment plusieurs cases, d'avoir aussi bien la case de l'expertise technique, qui est ce que l'on demande à un membre de cabinet ministériel, que l'expertise d'élu, qui est différent, que l'expertise de militant, qui est encore différent, et donc d'avoir effectivement et du national, et du local, et du technique, et du politique. Et voilà, je sais pas si c'est l'homme politique idéal, en tout cas c'est mon parcours. Et puis, alors c'est peut-être idéal pour beaucoup de gens, mais vous n'avez pas fait l'école nationale d'administration, mais vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur, et vous avez toujours eu un intérêt assez fort pour les questions d'éducation. Alors j'ai pas fait l'ENA, mais contrairement à beaucoup de gens, je ne critique pas l'ENA. C'est en général ceux qui le ratent, qui critiquent l'ENA assez régulièrement. Et je trouve que cette espèce de facilité intellectuelle que nous avons en France sur beaucoup de sujets, de trouver le bouc émissaire sur à peu près tout, est une erreur absolue. L'ENA est une excellente école qui forme effectivement les dirigeants dont l'administration française a besoin. C'est ainsi et c'est très bien, même s'il y a probablement une multitude de défauts à cette école. Comme pour vous n'aviez pas pensé la faire à l'époque? Non, j'ai peut-être pas le niveau d'ailleurs, tout simplement. J'ai effectivement fait des études de droit pendant 5 années. Et puis effectivement, je me suis assez vite, notamment parce que Bruno Bourbrock était lui-même un spécialiste des questions d'éducation, je me suis assez vite spécialisé entre guillemets sur cette thématique-là pendant de très longues années, parce que c'était une matière que je trouvais évidemment passionnante, même si je n'ai pas exercé sur ce sujet-là. Et pourquoi avoir choisi, c'est peut-être une question bête, mais il y en a tellement chez les journalistes, pourquoi avoir choisi la politique? Parce que il me semble avoir vu que votre père était journaliste, qu'il a d'ailleurs écrit un livre sur la droite aujourd'hui. Donc pourquoi avoir choisi la politique et pourquoi avoir choisi la politique à droite? Pourquoi la politique? Parce que, comme vous l'avez évoqué, on a chacun nos histoires familiales.
Et pour ce qui me concerne, à l'âge de 12, 13 ou 14 ans, je ne sais plus, mon père me demandait de regarder 2 émissions de télé par semaine, Apostrophe et L'heure de vérité. Donc il y avait aussi la culture. Donc il y avait aussi effectivement le livre en tout cas. Oui. Et donc j'ai effectivement ce double intérêt lié à cette histoire personnelle. Et j'ai assez vite effectivement aimé la politique. Pourquoi la droite? Peut-être d'abord par parti pris plutôt négatif, qui est une forme de, pardonnez-moi l'expression, d'anticommunisme primaire, même si l'expression peut paraître stupide. C'est plutôt dans un premier temps par réaction, plutôt que par une adhésion très forte. Puis ensuite, c'est probablement dans ces émissions, L'heure de vérité en question, la personnalité de Jacques Chirac qui m'a séduite. Oui, donc il y avait quand même de l'investissement un peu personnel là-dedans. C'est-à-dire que la politique, c'est il y a aussi... toujours un investissement personnel. Là encore, on a toujours ces facilités intellectuelles qui consistent à dire que les hommes politiques n'ont pas de conviction et que de l'ambition. Oui. Alors, outre le fait que l'ambition est un devoir, que l'ambition est nécessaire, il y a quand même toujours, évidemment, et en premier lieu, des convictions. Avant d'avoir, quand on s'engage dans un parti politique à 18 ans ou à 20 ans, ou à 25 ans, peu importe l'âge d'ailleurs, c'est d'abord par une conviction profonde. L'ambition vient après, et l'envie d'en faire son avenir vient en général dans un second temps. C'est pas à 14 ans, ça doit arriver, et je vais être président de la République et je vais écraser tout le monde pour y arriver. On avait entendu un président qui avait parlé de... Ça arrive, évidemment, mais et tant mieux d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose. Non. Simplement, les choses sont pas aussi binaires qu'on veut bien l'évoquer. Il y a toujours de la conviction, il y a toujours de l'ambition, et les deux sont indispensables d'une façon ou d'une autre. Fascination personnelle, mais j'ai constaté, parce que moi j'ai regardé votre fiche biographique, et puis j'ai même été sur le site Gallica, que vous aviez écrit une biographie de François Mitterrand. La biographie, le mot est un peu fort peut-être. Disons qu'avec préfacé par Jacques Attali. Voilà, avec quelques amis, nous avions effectivement écrit une espèce de collection sur les 5 présidents de la Ve République à l'époque, puisque nous étions à Jacques Chirac à ce moment-là, et effectivement, on s'était un peu répartis les rôles, et moi je m'étais collé entre guillemets effectivement à Mitterrand. Parce que j'avais aussi une fascination pour la personnalité. Le livre est pas très dur contre lui. C'est pas un livre en tant que tel. C'est plutôt c'est pas une biographie de Mitterrand. La commande de l'éditeur, puisque c'est une commande d'éditeur, c'était replaçons un président de la République dans une époque politique, dans une époque culturelle, dans une époque géopolitique. Bref, dans quel contexte évoluait un président de la République. Donc c'est pas vraiment une biographie. C'est plutôt descriptif qu'une prise d'opposition sur un président de la République. Ma vie de ministre du Logement. Aujourd'hui, Benoît Apparu. Deuxième partie, la nomination au poste de ministre du Logement. On va en venir maintenant à l'entrée dans vos fonctions ministérielles. Vous êtes élu député donc en 2007. Alors vous connaissez bien le Parlement, mais là vous entrez vraiment dans la fonction directe de parlementaire. Et puis le 23 juin 2009, vous êtes nommé secrétaire d'État chargé du logement. Comment ça se passe le 23 juin ou le 22 juin ? Ça se passe comment ? Ça se passe comme on l'a tous raconté d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre. Ça se passe sur un coup de téléphone qui doit durer au moins une dizaine de secondes. Bonjour Benoît, on voulait te proposer, c'est le Premier ministre qui m'appelle, on voulait te proposer... François Fillon, donc, qui m'appelle en me disant avec le président de la République, comme tu sais, il y a un remaniement, on souhaitait te proposer de rentrer au gouvernement. Ce sera pas sur l'éducation, ce sera sur le logement si tu l'acceptes. Comme vous étiez spécialisé de voilà, ce sera pas sur l'éducation, mais sur le logement si tu le... C'est Christine Boutin qui était tout à fait. Ministre si tu l'acceptes. Voilà, donc ça se passe en une dizaine de secondes approximativement. Le temps de réflexion est assez court. Il y a toujours une espèce une forme de contradiction sur ce qu'il faudrait faire. On a toujours cette espèce d'intuition qu'il faut des spécialistes d'un sujet pour rentrer sur le sujet en question. C'est pas faux. En même temps, est-ce qu'il faut toujours un général pour être ministre de la Défense ? Est-ce qu'il faut mécaniquement un prof pour être ministre de l'Éducation nationale, ou médecin pour être ministre de la Santé, ou professionnel de l'immobilier pour être ministre du Logement? J'en sais rien, et je pense qu'il y a des bons cas de figure et des mauvais cas de figure dans tous les sens, et que un spécialiste peut être un mauvais ministre ou un bon, et un non spécialiste peut être un mauvais ministre ou un bon. Donc il n'y a pas de règle en la matière.
plutôt le sentiment quand même que la fonction ministérielle est d'abord et avant tout une capacité à impulser, une capacité à diriger, à fixer des orientations, à fixer des caps. C'est pas une fonction opérationnelle en tant que telle, c'est pas une fonction de mise en œuvre. Et là encore, pour peu qu'on travaille sur des matières quelles qu'elles soient, pense que l'expertise on peut l'avoir assez vite pour effectivement gagner en autonomie de décision. Le sujet principal d'un ministre sur son besoin de connaissances techniques, c'est son autonomie de décision. C'est ça le sujet principal. Et autonomie de décision, les 10 secondes dont vous parlez, est-ce qu'il y a hésitation? Pas du tout. Est-ce que vous êtes content? J'imagine. Non, oui. il y a pas d'hésitation. Il y a évidemment content, évidemment fier. Voilà, c'est un aboutissement. C'est aussi une volonté, c'est aussi une ambition. Donc évidemment, c'est d'abord beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur, oui, bien sûr. Et donc, vous dites oui. Enfin, je ne sais pas si on vous demande d'ailleurs d'acquiescer, mais enfin, bon, on demande d'acquiescer. Voilà, c'est ça. Oui. Et une fois qu'on a dit oui, ça se passe comment? Bon, une fois qu'on a dit oui, ça va assez vite, parce que je sais plus si c'est un lundi ou un mardi, peu importe, mais il doit y avoir un conseil ministre quasiment dans la foulée, ou en tout cas le lendemain. Donc ça va très vite. On décide en 10 secondes et on le devient en 15 secondes. Donc la bascule est effectivement très rapide. Entre l'acceptation et la prise de fonction, il n'y a pas de délai entre les deux. Et c'est peut-être d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas de délai entre les deux. Moi, le système américain, qui est peut-être un peu long de ce point de vue-là. Oui, peut-être trop. Où c'est peut-être un peu trop long, mais où il y a quelques semaines, quelques mois entre l'élection de quelqu'un et sa prise de fonction, est un système que je trouve pas inintéressant, parce que du coup, au lieu de faire un gouvernement en 24 heures, on le fait en plusieurs semaines, et donc on a beaucoup plus le temps de réfléchir, de se poser. En France, dès que vous avez quelqu'un qui est élu ou qui annonce un remaniement, dans la seconde, les journalistes se précipitent pour savoir qui sera quoi, et donc du coup, il y a peut-être pas suffisamment de recul pour effectivement pouvoir nommer les ministres en question, et c'est peut-être dommageable que ça se passe aussi vite. Et donc on constitue très vite son équipe, j'imagine, parce que ça c'est essentiel. Oui, derrière le circuit qui commence, c'est d'abord la prise de possession des locaux entre guillemets, c'est-à-dire normalement, ça n'a pas été mon cas, une passation de pouvoir avec le ministre sortant, et puis ensuite effectivement le premier axe c'est une constitution d'équipe avec des fonctions politiques et des fonctions plus techniques. Et donc ça se fait assez naturellement avec les collaborateurs du Premier ministre et du Président de la République en charge du sujet pour identifier des collaborateurs possibles, et puis ensuite un mix entre des sortants, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les équipes précédentes, et puis des entrants pour effectivement aussi impulser quelque chose et se sentir entre guillemets avec ses propres collaborateurs, et pas forcément ceux des autres. Ceux des autres, mais oui. Et alors, vous parliez à l'aise dans des locaux ministériels. Moi, c'est un de mes surprises quand on va dans les locaux ministériels en France, et puis quand on voit ceux de l'étranger, ces hôtels particuliers du 7e arrondissement, ils sont souvent beaux, mais souvent un peu fatigués d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont adaptés à une fonction comme celle-là? Les Français, je crois, ils sont très attachés au fond. Le côté ministre, il faut qu'il y ait un salon Louis XV ou simili Louis XV. Je sais pas si c'est là encore aussi simpliste, que vous venez de l'exprimer, aussi basique que ça. Il se trouve que nous avons en France un patrimoine historique majestueux. Il se trouve qu'il se trouve principalement à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris, et que ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'État. Bon, c'est un fait. Alors on peut évidemment s'imaginer les uns et les autres qu'il serait plus astucieux, plus judicieux de récupérer des tours à la Défense pour avoir des objets ce qui a été à l'époque, puisque le ministre du Logement était à la Défense à l'époque. Pour avoir des objets immobiliers plus contemporains et peut-être des conditions de travail qui seraient plus efficaces que celles d'aujourd'hui, peut-être. Il se trouve que c'est comme ça, donc on peut ergoter dessus en disant c'est bien, c'est mal. On peut s'imaginer effectivement demain de vendre tout ce patrimoine-là, puis le jour où on décidera de vendre ces patrimoines-là, on nous dira qu'on vend les bijoux de famille. Bien sûr, ça sera un drame. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va pas. Bien sûr. Si c'est dans le 7e, c'est pas bien, et si on vend le 7e, c'est pas bien non plus. Bon, faisons avec, point terminé. Et vous héritez de quels locaux? Alors, il se trouve que les départements ministériels sont variables. Certains sont
quelque part propriétaires de leurs locaux, non pas en droit, hein, mais parce qu'ils sont affectés à tel ministère depuis des lustres. Régaliens d'entre c'est eux. C'est le cas du Quai d'Orsay, c'est le cas évidemment de l'Intérieur, c'est le cas de la justice, c'est le cas du travail avec la rue de Grenelle, c'est le cas de l'éducation. Rue de Grenelle, donc pas forcément que des régaliens, mais un certain nombre sont propriétaires entre guillemets ou affectataires définitifs de leur ministère. D'autres non. Et c'est le cas du logement qui n'a pas de bureau en tant que tel affecté. Et donc, j'ai pas mal évolué, pas mal bougé entre différents lieux. D'abord, le boulevard Saint-Germain, dans une partie de l'hôtel particulier, qui était celui à l'époque, qui est le ministère historique de l'équipement, qui est le siège de l'équipement, qui est aujourd'hui devenu le siège de l'écologie et de l'environnement. Et donc d'abord là, et puis après un petit déménagement, et puis ensuite un autre déménagement, et j'ai dû en faire 3 ou 4 comme ça. Et une fois l'équipe constituée, vous aviez une directrice de cabinet, Nadia Bouillet, tout à fait. Qu'on salue, qui a eu un trophée du logement et qui est une professionnelle de très grande qualité. Donc je pense que ça compte. Vous le confirme ? Oui, ça compte aussi un bon directeur ou une bonne directrice de cabinet. Globalement, comme dans n'importe quelle organisation humaine, que ce soit une association, un journal, une entreprise ou un ministère, est évidemment qu'avoir des compétences autour de soi est absolument indispensable. Et avoir un chef d'orchestre de grande qualité, de grand talent et de grand investissement est quelque chose d'absolument indispensable. C'était le cas. J'ai eu cette chance notamment avec Nadia Bouillet, mais c'est absolument impératif. Alors ensuite, son choix de directeur de cabinet, là encore, c'est une négociation quand même. C'est pas une négociation en tant que telle. C'est d'abord, je pense que moi j'ai eu l'énorme avantage d'avoir fait du cabinet ministériel avant, et donc de savoir ce que c'est. Et de savoir quels sont les profils qui sont les plus pertinents pour exercer ce type de fonction-là. D'ailleurs, une petite statistique, c'est pas une statistique, mais assez marrante, je trouve, sur le parcours ministériel. Si on prend les députés élus pour la première fois en 2007, donc des primo-députés, en 2007, on doit être, comme moi, on doit être une quarantaine. Bon. Sur ces 40 primo-députés, 4 on fait du cabinet ministériel avant. Si je prends ensuite quels sont les primo-députés de 2007 qui sont devenus ministres pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc entre 2007 et 2012, il y en a 4. Et ceux qui ont fait du cabinet ministériel. Donc petit conseil à ceux qui veulent être ministres, mes enfants, un petit peu de cabinet ministériel, c'est pas idiot. Tous ceux qui ont fait du cabinet ministériel sont rentrés. Aucun n'est rentré s'il n'a pas fait de cabinet ministériel avant. Je sais pas, ça vaut pas une statistique scientifique, mais enfin, quand même, l'enjeu est effectivement essentiel pour une raison très simple. C'est qu'on sait comment ça marche, et qu'on est opérationnel beaucoup plus vite que les autres. Oui, parce que vous avez vécu de l'intérieur le fonctionnement. Parce qu'on sait comment ça marche, parce qu'on connaît effectivement, peut-être quand on arrive parlementaire avec 50 cabinets avant, mais on connaît déjà le monde administratif, le monde ministériel, le monde médiatique. Donc on est beaucoup plus à même, quelque part, d'avoir une progression de parlementaire très vite, parce qu'on connaît déjà les codes. Et donc effectivement, on devient ministre de ce point de vue-là plus rapidement. Et parce qu'il y a cette expérience de cabinet ministériel préalable, on sait peut-être plus facilement que d'autres comment choisir son directeur ou sa directrice de cabinet et l'ensemble de ses collaborateurs. Et les choix sont évidemment d'abord et avant tout guidés par peut-être un seul sujet, qui va être le plus à même de m'aider à avoir les bons arbitrages. Ma vie de ministre du Logement. Aujourd'hui, Benoît Apparu. 3e partie, 3 années au ministère du Logement. Alors, arbitrage, le mot est prononcé, et en matière de logement, c'est un sujet, pas qu'en matière de logement, naturellement, mais en matière de logement, c'est quand même... Comme tous les sujets. Comme tous les sujets. Voilà, et ça c'est quelque chose qui me fascine parce qu'on voit bien des profils de ministres différents et on voit bien certains ministres qui ont plus de capacité à négocier les arbitrages, peut-être d'autres un peu moins, ou peut-être qui s'impliquent moins ou qui savent moins, comme vous le disiez. Vous, ça a été votre première préoccupation. Vous arrivez donc en juin. Peut-être pas. Il se trouve que j'ai cette chance d'arriver effectivement fin juin et donc d'avoir ensuite juillet et août. Pour préparer le budget suivant. Non, pas nécessairement pour préparer le budget suivant, parce que en juillet-août, le budget est déjà bien avancé. Oui. En juin, c'est pas fini, mais enfin, c'est pas loin d'être bouclé. Peut-être pour effectivement avoir 2 mois devant moi avant la rentrée, pour devenir, si ce n'est un spécialiste, en tout cas pour acquérir un début de technicité.
Et donc j'ai cette chance de ne pas être rentré un mois de janvier ou un mois de septembre ou un mois de mars où il faut être opérationnel dans les 2 jours. Là, j'ai 2 mois devant moi pour effectivement me préparer techniquement à un sujet que je ne maîtrise absolument pas à ce moment-là. Et alors on se prépare comment? Parce que j'ai l'impression qu'on travaille quand même énormément. On travaille effectivement, mais l'avantage c'est que juillet-août c'est plus calme, évidemment, c'est moins dense que d'autres périodes, donc on a effectivement beaucoup plus le temps de travailler, c'est-à-dire de se taper d'abord ce qu'on appelle quand un ministre arrive en fonction, l'administration centrale lui prépare, mais tout de suite, c'est quelque chose qui est en préparation permanente, ce qu'on appelle le dossier ministre. En gros, c'est un book de 500 pages qui, sur tous les sujets, vous fait l'histoire et l'actualité d'à peu près tous les sujets. Et donc, vous allez avoir un chapitre de 15 pages sur le logement indigne, un chapitre de 15 pages sur les plus-values immobilières, un truc de 15 pages sur je sais pas quoi. Donc, en fait, tous les sujets sont traités avec un bout d'histoire, un bout de réforme récente et un bout d'actualité. Ce qui permet, pour ceux qui l'avalent, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais pour ceux qui effectivement en prennent connaissance, d'avoir une photographie assez rapide des choses, assez synthétique des choses, et donc là encore, non pas de devenir un spécialiste du sujet, c'est une acquisition qui se fait probablement plus tard, mais en tout cas d'avoir une vue d'ensemble, et pour peu qu'on travaille, de pouvoir effectivement assez vite être, si ce n'est prêt techniquement, en tout cas d'être opérationnel. Est-ce que vous aviez des objectifs très clairement défini, très rapidement, soit après ce dossier de ministre, soit avant, quand vous prenez ces fonctions? Parce que là aussi, on voit bien qu'il y a des modules différents selon les ministres. Pierre-André Périssol, il avait fait un bouquin, il avait réfléchi sur le sujet, il savait ce qu'il voulait faire. D'autres, sans doute, non. En fait, pour ce qui me concerne, la réponse est évidemment non. Et ça aurait été très imprudent et très arrogant de ma part que d'arriver au bout de 48 heures en disant voilà ce que je veux faire. Il connaît pas grand chose au sujet, voilà ce que je veux faire. À part du doigt mouillé, voilà ce que j'ai entendu dans le café du coin il y a quelques jours sur le sujet. C'est vraiment pas la question. En tout cas, c'est pas comme ça que pour ce qui me concerne, je peux procéder. Parce que je n'ai pas la compétence technique pour effectivement pouvoir le faire. Donc non, je n'arrive pas avec ça. Et je n'arrive pas non plus avec une feuille de route. Pour une raison très simple, c'est que pour le gouvernement de François Fillon, sous présidence Nicolas Sarkozy, le logement n'est pas une question stratégique. Ça a été le cas sous François Hollande. François Hollande était féru de la question, ou en tout état de cause, considérait, ce qui est plutôt le cas à gauche d'ailleurs en général, que le logement était un sujet essentiel. C'est moins le cas historiquement à droite. Ce qui est plus facile pour un ministre, parce qu'évidemment, quand à l'Élysée il y a une préoccupation, peut-être que, enfin plus facile, je ne sais pas, il y a une feuille de route qui est fixée. Comme toujours, il y a de l'avantage et de l'inconvénient. Bien sûr. Quand le logement est un sujet essentiel pour Matignon et pour l'Élysée, la capacité d'arbitrage est beaucoup plus forte. Parce que ça signifie qu'à ce moment-là, ils vont prendre pour titulaire du ministère en question des poids lourds. C'est le cas de Cécile Duflot, par exemple, qui me succédera. Cécile Duflot est un poids lourd de la majorité, donc sa capacité d'arbitrage est tout autre, évidemment, que la mienne, parce que elle est un poids lourd politique. Quand vous avez effectivement un ministère qui est pas en première ligne, soit parce que l'appétit n'est pas là de la part du gouvernement, soit parce qu'il y a d'autres problématiques, ce qui est probablement le cas en 2008, enfin après la crise de 2008, puisque on est d'abord et avant tout dans un gouvernement qui gère et continue à essayer de gérer la crise de 2008, puis se prendra celle de 2010 dans la foulée. Donc on est sur un gouvernement pour qui le logement est un sujet secondaire, ce qui veut dire que le ministre qui tient ce portefeuille est secondaire. Et de ce point de vue-là, je n'avais pas moi d'idée arrêtée, et je n'avais pas du côté du gouvernement de feuille de route. Tu dois faire ça, ça et ça. Et donc de ce point de vue-là, j'arrive effectivement à poil, sans avoir moi d'idée de ce que je voudrais faire, parce que je considère que je n'ai pas la compétence pour, et puis parce que il n'y a pas de feuille de route en tant que telle. Ça laisse peut-être plus de liberté d'une certaine manière aussi. Alors, comme tout, on peut le voir en avantage et en inconvénient. Voilà. L'avantage effectivement qu'on peut imaginer, c'est d'avoir effectivement une capacité à avoir une liberté, une autonomie plus importante. Parce qu'on n'est pas quotidiennement appelé par l'Élysée pour savoir comment avance tel ou tel dossier, et puis parce qu'effectivement, dès lors que la feuille est pas blanche, mais enfin pas loin, on a effectivement une facilité
peut-être à essayer d'orienter en fonction de ses propres idées une fois qu'on aura pu acquérir un minimum de compétences. Sur la vie quotidienne d'un ministre, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup, vous recevez beaucoup, est-ce que vous le faites pas? Est-ce que les relations avec il y a les fédérations professionnelles, les organisations, etc. J'imagine que ça prend un peu de temps. Dans une vie ministérielle, et j'imagine que là encore chaque vie ministérielle sera différente, il y a quelques passages obligés, qui sont les rendez-vous obligatoires de la semaine, l'Assemblée, le Conseil des ministres, etc., etc. Bon, il y a ces passages obligés qui figent une partie de l'agenda. Il y a un deuxième passage obligé qui est, d'une façon ou d'une autre, la consultation. Vous avez évoqué les fédérations professionnelles, les associations, les autres spécialistes, les autres ministres, je sais pas quoi. Cette partie-là, qui est une forme de passage obligé. Vous avez un troisième passage obligé qui est le déplacement. Qui est quand même chronophage, parce que... Qui est effectivement chronophage et qui mange facilement une journée par semaine pour aller inaugurer je ne sais quoi, répondre à l'invitation de tel élu qui connaît tel problème et qui voudrait nous le montrer. Bref, il y a grosso modo un certain nombre de passages obligés qui figent une partie de l'agenda. Et dans ces passages obligés, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a mécaniquement le fait de recevoir assez régulièrement toute une série de professionnels du secteur, pour prendre des pouls, pour comprendre des choses, pour les interroger sur des choses ou pour écouter ce qu'ils ont, dans le bon sens du terme, à nous vendre. Oui. Et justement, comment est-ce qu'on rentre dans la peau d'un ministre? Parce que j'ai entendu pas mal d'anciens ministres ou d'anciennes ministres. C'est peut-être une question différente peut-être pour les hommes que pour les femmes. Vous êtes fait tout de suite à cette peau en sachant que il y a toujours, on est en France, donc je pense que quand même l'attente des autres est assez grande vis-à-vis d'un ministre. Pour ce qui me concerne, rentrer dans la peau d'un ministre a été assez facile. Facile parce que là encore, j'ai une expérience préalable. Quand vous prenez un ministre qui vient de la société civile, quel qu'il soit, et qui n'a pas fait de politique avant, ou qui n'a pas fait de parlement, ou qui n'a pas fait de... Mais c'était un peu le cas de Xavier Darcos avec qui vous avez travaillé, qui était... Non, pas tout à fait, parce que Xavier Darcos a été directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale pendant 2 ans, conseiller du Premier ministre sur le sujet. Il a à peu près occupé toutes les fonctions administratives au sein du ministère. Donc il le connaît par cœur. Bon, donc il y a différentes formes de parcours. Et donc quand vous prenez quelqu'un qui vient de la société civile, comme l'actuel par exemple garde des Sceaux, qui connaît bien son secteur d'activité, donc qui est un professionnel du secteur. Il connaît le secteur, il connaît la thématique, il connaît pas l'organisation administrative, il sait pas ce que c'est qu'un bleu de Matignon, il sait pas ce que c'est qu'une interministérielle. Et donc, il y a une naïveté très forte, il y a une capacité aussi d'être beaucoup plus libre. Oui, parce que d'autres. Est-ce que le fait de connaître n'est pas un peu... Encore comme toujours, il y a de l'avantage et de l'inconvénient sur tous les trucs, il n'y a pas de bon modèle, mais effectivement, il y a quand même une méconnaissance des circuits, des fonctionnements, etc., etc. Donc j'imagine que pour lui, c'est probablement plus long de récupérer l'habit de ministre entre guillemets, alors que quand vous avez de l'expérience de cabinet ministériel, de je sais pas quoi, c'est une marche supplémentaire. Alors elle est haute, dont acte, mais c'est une marche supplémentaire. Donc pour ça, me semble-t-il, ceux qui ont ce type de parcours-là, et là encore, je ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal, je pense que c'est plus facile de rentrer dans la peau ministérielle que pour quelqu'un qui n'a pas ce type d'expérience préalable. Alors le ministère du Logement, c'est un ministère technique, incontestablement, mais aussi c'est un ministère où les coups à prendre sont quand même pas neutres, parce qu'il y a beaucoup de questions sociales, sociologiques, dont on parle dans la presse, c'est celle-là dont on parle beaucoup dans la grande presse, et comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, cette différence entre en même temps des décisions extrêmement techniques, extrêmement complexes parfois, et puis le vécu des gens qui vous disent j'ai pas de logement, le mal logement, le logement indigne, etc., etc. Je pense que la difficulté principale est liée au temps. Et plus encore dans la matière logement que dans d'autres matières. Dans toute matière ministérielle, que ce soit l'emploi ou l'éducation ou ce que vous voulez, quand le ministre arrive et qu'il met en place sa réforme va mettre X années avant de produire un résultat. En général, il sera plus là pour le voir. Tout à fait.
C'est valable évidemment pour le logement, peut-être plus encore parce que les durées de production sont encore plus longues qu'ailleurs. Et c'est ce décalage-là qui donne le sentiment que les politiques sont loin des préoccupations de nos concitoyens. Parce qu'évidemment, quand vous croisez quelqu'un qui vous dit « j'ai pas de logement, comment je fais ?» et que vous lui répondez « je vais faire une loi, j'ai fait un plan magnifique et j'ai un projet sublimissime qui produira des logements dans 7 ou 8 ans », il sent contrefou. Il a le sentiment que je me moque de lui quelque part. C'est pareil pour le ministère de l'Emploi, quand il rencontre quelqu'un qui lui dit « je suis au chômage », le mec il veut une réponse demain matin. Pas le énième plan qui dans 5 ans produira peut-être quelque chose. Et ce énième plan, il est indispensable. Mais c'est cette temporalité-là qui effectivement donne le sentiment du décalage entre ce qu'on appelle le terrain et les hautes sphères, entre guillemets. Et ce sentiment de décalage, qui n'est pour moi qu'un sentiment, parce que personne mieux qu'un politique ne maîtrise et ne connaît le terrain en question. Ça, c'est une fausse idée d'imaginer qu'ils ne le connaissent pas. C'est exactement l'inverse. Par contre, il y a un décalage de temps formidable. Et c'est cette contradiction-là qui est probablement le sujet le plus complexe à gérer. C'est que un ministre, son métier, un ministre, c'est de préparer les 10 ans qui viennent. C'est pas préparer demain matin. Et là-dessus, il y a des errements politiques et journalistiques et citoyens qui voudraient qu'un ministre ou que la fonction politique quelle qu'elle soit, que la fonction de direction des affaires publiques soit quelque chose qui s'occupe du quotidien des gens. Ce n'est pas vrai. On n'est pas là pour s'occuper du quotidien des gens. On est là pour préparer les 10 ans qui viennent. Oui, mais en même temps, il faut aussi, paraître, en tout cas, s'occuper du quotidien. Mais justement, le paraître me paraît une erreur. Et c'est là où cette espèce de simagrée où on s'évertue les uns et les autres à vouloir montrer qu'on s'occupe du quotidien des gens, à mon avis, nous conduit à des erreurs lourdes. Et nous conduit, en tout cas c'est la perception que j'en ai, je pense que les Français attendent des hommes d'État, pas des hommes politiques. Or, le métier d'un homme d'État, c'est pas de gagner la plus prochaine élection en faisant du quotidien. C'est effectivement de préparer les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent. Je pense qu'aujourd'hui, le reproche principal des Français vis-à-vis de leur classe politique, c'est d'abord un reproche de « vous êtes des politicards », même si ce sont ces mêmes Français qui demandent qu'on réponde à leurs problématiques quotidiennes. Et ils sont bourrés de contradictions, et c'est normal. Et je reste intimement convaincu que la fonction principale d'un ministre, c'est pas gérer le quotidien. Oui, alors il est pas là pour ça. Oui, on lui demande ça, mais c'est pas son boulot. Voilà, mais il n'empêche qu'il est obligé de le faire. Et il me semble, par exemple, que ce qu'on a appelé la taxe apparue, puisque en général on met des noms de ministres sur les décisions qui sont prises par le dit ministre, ou en tout cas à son nom, répond plutôt à quelque chose de l'ordre du. Je rappelle que c'était une taxe sur les loyers. Ce qui est toujours drôle, c'est qu'on pas tout à fait ça d'ailleurs, mais ce qui est toujours drôle, c'est qu'effectivement, mais c'est comme ça. Hein, on retient d'une fonction ministérielle souvent que des toutes petites choses. Bien sûr. Et cette alors qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de votre action, par exemple? Je reviens 2 secondes sur la taxe sur les microsurfaces, et puis je vous répondrai ensuite. La taxe sur les microsurfaces est une histoire assez marrante. C'est à l'occasion d'une émission de radio qu'un journaliste m'allume, journaliste de Libération, où donc j'ai un débat avec je sais plus qui, et puis je dis une connerie sur les loyers des microsurfaces. Et j'ai ce journaliste de Libération qui m'appelle en me disant vous avez dit une grosse bêtise, etc. On se voit, il m'en parle, il m'explique pourquoi j'ai dit une grosse bêtise. Qui est un bon spécialiste de la question. C'est un très bon spécialiste de la question, un des rares d'ailleurs. Oui. Parce que la grande presse, ils sont très très peu tout à fait à connaître la question du logement. Tout à fait. Mais lui, il la connaît. Et lui, il la connaît véritablement. Et puis on a joué tous les deux, c'est-à-dire qu'on a fait les faux visiteurs de logement, lui et moi. Et effectivement, on est tombé sur des micro-surfaces à 90 € du mètre carré. Et donc, en gros, cette taxe, ça a été une taxe pour essayer de limiter les prix complètement lunaires de la chambre de bonne de 8 mètres carrés. Bon. C'est un micro-sujet qui est plus un message politique qu'autre chose. Pour en revenir à votre autre question, qui est, j'aimerais qu'on retourne quoi plutôt que cette taxe sur les micro-surfaces, qui pour moi est vraiment totalement anecdotique, même si elle n'est pas inintéressante, mais totalement anecdotique. Et j'ai le sentiment, et donc là je vais devenir très immodeste, d'avoir changé la culture du secteur. Je m'explique. Et d'avoir justement essayé de remettre du temps long. Assez vite,
en lisant notamment le dossier ministre, que j'évoquais tout à l'heure, qui est bourré de statistiques, je me suis rendu compte qu'on produisait beaucoup plus de logements en Auvergne qu'en Île-de-France. C'est une très belle région, l'Auvergne. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ce qui m'est apparu assez anachronique. Et donc, j'ai vraiment, je crois, changé le vocabulaire du secteur en passant ma vie à expliquer qu'il y avait des zones tendues et détendues. Et je crois avoir, non pas inventé les mots, mais en gros avoir effectivement mis dans la tête d'à peu près tout le secteur qu'il y avait des zones tendues et détendues, et que faire la même chose en tendu et en détendu, c'était absolument stupide. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette grille de lecture des problématiques du logement tendu, non tendu, est devenue la grille de lecture principale, ou en tout cas l'une des plus importantes du secteur. Même chez les journalistes. Et même chez les journalistes. Et donc voilà, je pense avoir réussi ça, en partant d'un constat finalement très simple, que contrairement à ce que vous évoquiez tout à l'heure, la matière du logement est une matière très simple. Et la matière immobilière est une matière très simple. Très technique, mais très simple. En fait, sur le moyen long terme, l'immobilier, qu'il soit bureau, commercial, logement, ne dépend que d'une seule chose, la démographie. Sur le court terme, il y a plein de facteurs qui vont influencer. Sur le long terme, voilà, sur le long terme, il n'y a qu'un seul sujet, c'est la démographie. Et donc finalement, les politiques immobilières sont assez simples. Est-ce que j'ai besoin de mètres carrés ou pas? J'ai besoin de mètres carrés de bureau, j'ai besoin de mètres carrés de commerce, j'ai besoin de mètres carrés de logement, j'ai besoin de mètres carrés. Et ça ne dépend que des démographies. Donc évidemment, quand par exemple on voit, un exemple très concret, que la démographie commerciale est une démographie des modes de consommation où on va partir de plus en plus sur le numérique, ben ça veut dire que mécaniquement, j'aurais besoin de mettre moins de mètres carrés de commerce. À l'inverse, quand j'ai une démographie positive en matière de population, parce qu'on vieillit, et donc on occupe un logement plus longtemps, ou parce qu'on divorce, ou tout simplement parce qu'il y a plus de Français aujourd'hui qu'hier, et plus demain qu'aujourd'hui, ben mécaniquement, j'aurais besoin de plus de mètres carrés de logement. Et donc cette grille de lecture, qui est finalement très basique, très simpliste, qui repose sur le seul sujet qui influence de façon durable la matière du logement sur les 40 ans qui viennent, c'est la démographie. Alors, on a parlé de ce dont vous étiez au fond le plus fier. Est-ce qu'on peut évoquer un sujet que vous regrettez de ne pas avoir pu traiter à l'époque? Oui, je regrette profondément une chose, c'est que j'ai perdu, comme on dit, des arbitrages. Et j'ai perdu un arbitrage majeur. Je n'ai pas réussi à imposer un plan que j'avais préparé spécifiquement pour l'Île-de-France, sur les conseils de ma directrice de cabinet d'ailleurs, où il y avait le plan du Grand Paris. Oui, parce que là, on est en pleine période Nicolas Sarkozy. C'est le début du Grand Paris. Absolument. Très belle idée. Et qui est effectivement l'une des... Là, quand on parle de politique à très 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 long terme, qui ne rapporte rien sur le plan électoral à celui qui l'initie, on est dans l'archétype de ce qu'est le vrai métier d'un homme d'État. On a eu le plaisir d'écouter le président Sarkozy qui nous en a parlé aux 10 heures des Pierres d'Or, et on voyait bien qu'il y avait la longue durée. Mais voilà, c'est un sujet majeur de ce point de vue-là. Bon. Simplement, le Grand Paris à cette époque-là, c'est moins le cas aujourd'hui, à cette époque-là, le Grand Paris, c'est d'abord un projet de transport. Or, pour moi, en Île-de-France, un projet de transport sans avoir un projet de logement, ça marche pas bien. Et donc, j'avais imaginé avec mes équipes, avec les directions, avec plein de monde, un plan spécifique sur l'Île-de-France, considérant qu'il fallait un plan dédié à l'Île-de-France en matière de logement, parce que c'était là où l'acuité des problèmes était la plus forte. Et donc, on avait une batterie de préconisations sur ce sujet-là, qui allait aussi bien à l'idée de se dire il faut faire une défense 2 en bureau pour libérer des mètres carrés de logement aujourd'hui occupés par des bureaux et pour massifier une défense 2 sur l'est de l'Île-de-France, aussi bien en ayant l'idée de se dire il faut faire une foncière sur 50 ans pour couvrir le périphérique à horizon de 1 km par an, ou essayer de lancer, de financer des recherches sur l'électrification par le sol des départs de train pour pouvoir enterrer les trains, enfin donc, des choses de cette envergure-là, et puis des choses beaucoup plus quotidiennes bien évidemment, et en gros d'avoir un plan qui soit en parallèle du plan transport et qui là encore nous engage pour 40 ou 50 ans. Et j'ai eu 0 sur toute la ligne. C'est-à-dire que vous avez perdu l'arbitrage. Pourquoi? C'était trop cher, c'était trop compliqué? Non, parce que je pense que ce plan Île-de-France
a été rejeté grosso modo dans son ensemble, probablement en estimant du côté de Matignon ou de l'Élysée que c'était pas le sujet principal, que la concentration était d'abord sur la crise, qu'il y avait effectivement un peu de sous à la clé, mais finalement pas tant que ça. Au regard de, je pense que ça aurait rapporté, y compris sur le plan budgétaire. Ça aurait gagné du temps. Voilà, donc je sais pas pour quelle raison. En tout état de cause, ce plan entre guillemets spécifique sur l'Île-de-France n'a pas vu le jour. Et quand on est ministre, on perd un arbitrage comme ça, important, très important. Qu'est-ce qu'on ressent? Comme beaucoup de gens, on est comme tout celui qui subit d'une façon ou d'une autre un échec. Là, en l'occurrence, c'est pas un arbitrage, c'est pas une décision, mais oui. En l'occurrence, j'arrive pas à vendre ce plan spécifique à l'Île-de-France. En fait, toute personne qui présente quoi que ce soit une réorientation de la stratégie commerciale d'une entreprise ou je ne sais quoi d'autre, quelle que soit toute personne qui présente quelque chose parce qu'elle y croit et qui effectivement se voit refuser par ses autorités supérieures ses préconisations, le vit comme un échec, comme une forme d'échec personnel, et puis évidemment comme une forme d'échec collectif parce que on a cette conviction que c'est ce qu'il faut faire et ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas. Et donc on se dit, on perd du temps. Et c'est pas grave dans plein de matières. C'est beaucoup plus grave dans une matière logement. Parce que là encore, comme la matière logement est une matière où quand on construit quelque chose, on le construit pour 50 ans. Quand par exemple aujourd'hui on a plein de collectivités locales qui refusent la densité dans les métropoles, ce sont des logements qu'on perd pour 50 ou 60 ans. C'est-à-dire quand vous allez planter un immeuble de 4 étages alors que vous auriez le droit de faire 6, les 2 étages qui vous manquent, ce sont des logements en moins pour 50 ans. C'est pas quelque chose que vous pouvez rectifier l'année suivante. Et cette matière qui est une matière de très long terme, la perte de temps est une perte définitive c'est ça. De logement. Et c'est peut-être ce regret-là lié à ce plan spécifique Île-de-France que j'ai pas réussi à vendre. Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui Benoît Apparu. Dernière partie, la vie après le ministère. Alors, il me semble en vous entendant que si vous étiez pas un spécialiste ni un passionné du secteur quand vous êtes arrivé au logement, quand vous en êtes parti, on est cette fois-ci en 2012, vous aurez été ministre presque 3 ans, vous êtes quand même touché par le virus logement. Vous êtes 3 gens, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, vous devenez obligatoirement un spécialiste. Oui, mais vous pourriez être vous faites rien. Bon. Oui. Donc, vous devenez obligatoirement un spécialiste. Ensuite, le goût du sujet. L'appétit sur le sujet est autre chose. L'appétit sur le sujet, pour ce qui me concerne, il est venu pas après le ministère, mais après ma nomination. Avant, j'étais pas un spécialiste, je m'étais pas intéressé spécifiquement à la question, elle m'intéressait pas par nature. C'est après, évidemment, que le plaisir, entre guillemets, du sujet est venu. Et il s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que c'est un sujet complet. Aussi bien des questions macroéconomiques que des questions très quotidiennes, très humaines. Aussi bien une sensibilité au taux d'intérêt, à la masse monétaire présente dans un secteur, et donc des sujets très macroéconomiques de ce point de vue-là, que la personne qui n'a pas de quoi dormir pour le lendemain matin. Et donc on a une amplitude du sujet qui est absolument extraordinaire et qui fait un intérêt majeur par rapport à ça. Le deuxième sujet, c'est que j'ai beaucoup aimé la matière de l'urbanisme, qui est une... Parce que vous avez d'ailleurs été en charge de l'urbanisme pendant une période. Parce que pendant les 3 ans, oui. Parce que c'est une matière, là encore, qui dessine l'usage des sols. Or, toute activité humaine dépend des sols. Même si on fait beaucoup de numérique, s'il n'y a pas de data center, ça marche pas. Bon. Et donc, toute activité humaine, l'agriculture, la nature, la biodiversité, la capacité de se loger, la capacité d'avoir une route, dépend de la maîtrise du sol. Et l'urbanisme est une matière sous-analysée, sous-importante, le terme n'existe pas en France, alors que c'est ce qui dessine justement là encore le très long terme. Et qu'on a du très beau savoir sur le sujet. Et qu'en plus on est plutôt très bon en la matière, mais au niveau politique, c'est un sujet qui sur le plan municipal est très important
et sur le plan ministériel, l'est beaucoup moins. Or, c'est une matière absolument déterminante. Puis le troisième élément, peut-être sur l'intérêt entre guillemets du secteur, je l'ai répété à plusieurs reprises, sauf que moi je me passionne pour les secteurs, en tout cas je trouve un intérêt dès lors qu'il y a du très 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 long terme, et que, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de cet entretien, le logement est une matière de très long terme. 10 mai 2012, des élections présidentielles changent la donne et vous quittez ce ministère. Alors beaucoup de ministres ont raconté une certaine forme de blues en sortant des fonctions, parce qu'on sort d'un temps où on est extrêmement pris, sans doute extrêmement courtisé aussi en partie, et tout d'un coup c'est fini. Comment ça s'est passé pour vous? J'ai pas ressenti ce blues. Peut-être pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout dépend de la façon dont ça s'arrête. Quand ça s'arrête, comme récemment pour quelques ministres, à l'occasion d'un remaniement, où du jour au lendemain, en l'espace de 10 minutes, effectivement, on passe de ministre à pas ministre, j'imagine que le blues est très fort parce que la violence de la décision est assez forte. Quand c'est sur une succession que je vais qualifier de naturelle, grosso modo, on sait qu'on va perdre la présidentielle depuis 2 ou 3 mois. On a quelque part le temps de se préparer et on sait qu'on ne le sera plus. Donc, la mécanique est probablement différente parce qu'on le vit nécessairement de façon différente. Et donc, pour ce qui me concerne, probablement pour cette raison-là et probablement aussi pour des questions de caractère, j'ai absolument pas subi cette surtout que vous êtes resté dans le combat politique puisque vous êtes réélu député. Et puis probablement parce qu'effectivement j'ai eu très vite effectivement de quoi m'occuper dans le bon sens du terme en redevenant parlementaire via une campagne électorale post-présidentielle et puis en redevenant député en effet. Mais le blues, à mon avis, c'est pas le fait de redevenir parlementaire qui le limite. Il y a plein de ministres qui redeviennent automatiquement parlementaires après s'être fait sortir du gouvernement, 1 mois après en général, et ils le vivent pas bien parce que c'est pas du tout la même intensité, c'est pas du tout le même intérêt de boulot. Le parlementaire, il se contente de commenter ce que font les autres, en l'occurrence ce que font les ministres. Qu'évidemment, ceux qui font des choses opérationnelles sont les fonctions d'exécutif. Et la fonction ministérielle est évidemment par essence une fonction exécutive. Donc, il peut y avoir un blues quand même. En l'occurrence, peut-être de caractère ou pour des raisons X ou Y, c'est pas mon cas. Alors, pas de blues et puis une activité parlementaire. Moi, je salue. Il faut toujours se faire plaisir dans la vie. Le fait que seul avec un homme devenu ministre depuis, vous allez voter la loi pour le mariage pour tous en 2013. Et puis en 2014, vous devenez maire. Cette fois-ci, vous devenez donc un dirigeant exécutif local avec un autre mandat, ce qui doit être aussi un mandat tout à fait passionnant. Parce que là, vous parliez d'opérationnel direct, etc. Je pense que quand on est maire d'une ville de Chalon, c'est quoi, 45 000 habitants, c'est ça? C'est vraiment de la décision directe, du contact direct avec les citoyens et citoyennes. Alors, un ministère comme une mairie, ce sont 2 exécutifs de nature différente, d'objets différents, mais ce sont des exécutifs à la différence de la fonction parlementaire qui n'est pas une fonction exécutive. Donc il y a des similitudes évidemment. Et quand vous avez à choisir, vous avez choisi la fonction exécutive, puisque maintenant on peut plus les cumuler. Bien sûr. La fonction municipale est une fonction qui a une multitude d'intérêts. Le temps est plus court. Un ministre, quand il prend une décision, même si c'est pas dans le logement, sa mise en œuvre est très longue. Dans un exécutif municipal, le temps de maturation, le temps de mise en œuvre est beaucoup plus court. Et donc, c'est de ce point de vue-là plus gratifiant. Mais surtout, on ne construit pas la décision de la même façon. Un ministre, vous l'évoquiez tout à l'heure, il sait, par essence, qu'il ne verra pas la réalisation de ce qu'il a décidé. Autrement dit, dans la fonction ministérielle, l'essentiel, c'est le paraître. L'essentiel, c'est la construction de la réforme, l'annonce de la réforme. Voilà ce que j'ai décidé. Pas sa mise en œuvre, pas sa concrétisation, et donc pas son service après-vente, quelque part. Et donc, la fonction ministérielle, c'est d'abord une fonction de préparation d'une annonce. Le résultat est plus secondaire, ce qui peut donner lieu à des dérives de temps en temps. Qu'on constate parfois. Qu'on constate souvent. Le maire,
il communique pas sur une annonce, il communique sur un résultat. Il communique sur une mise en œuvre. Et donc, c'est pas une communication d'annonce, mais une communication de mise en œuvre. Ce qui fait qu'on construit un projet de façon radicalement différente en exécutif local versus en exécutif national. Premier élément. Deuxième élément qui est passionnant dans le boulot de maire, c'est votre agenda. C'est-à-dire que vous avez, il est rempli, mais ça comme une fonction ministérielle, mais de diversité. Oui. À 8h, vous avez une réunion avec votre directeur général de l'hôpital. À 9h, avec la police municipale et le procureur. À 10h, avec une entreprise qui veut faire je sais pas quoi. Et à 12h, avec le service éducation pour s'occuper de la rentrée scolaire. Cette diversité-là est passionnante, d'apprentissage, de richesse, pour peu qu'on soit curieux. C'est évidemment quelque chose de passionnant. De ce point de vue-là, c'est, je crois, les deux grosses richesses de la fonction municipale. Mais là encore, même si effectivement tout le monde vit la fonction municipale comme une fonction de proximité, et c'est vrai, plus que le ministre, il doit s'occuper de la vie quotidienne des gens, mais tout autant que le ministre, il doit aussi se préoccuper des 30 ans qui viennent. Donc la fonction municipale est une fonction pour moi principalement de long terme. La fonction municipale est plus ambiguë parce qu'il y a beaucoup de vie quotidienne. Et là, on peut apporter des réponses de vie quotidienne et on peut changer les choses beaucoup plus rapidement sur la vie quotidienne des gens. Mais il ne faut surtout pas se contenter des questions de vie quotidienne. Et avec sans doute des sujets un peu complexes. Châlons, c'était une capitale régionale, ça ne l'est plus. Voilà, je pense qu'il doit y avoir des moments un peu difficiles dans ces fonctions municipales. Oui, mais comme dans, pas plus, pas moins, j'en sais rien, mais la question, c'est pas de se dire que c'est plus difficile à Châlons qu'ailleurs. Chacun a ses difficultés, chacun a ses problématiques de nature différente. Il est clair que la problématique d'un territoire comme Châlons, c'est d'abord une problématique de dépression démographique. On en parlait avec une ville qui avait en 1975 55 000 habitants et qui en a 45 000 aujourd'hui. À l'inverse, la façade atlantique française, il gère des surplus démographiques. Moi, j'ai un taux de chômage assez bas à Châlons, mais qui est lié au fait de départ de population. Je préférerais gérer 12% de chômage que 7%. Parce que ça voudrait dire que je progresse sur le plan démographique. Et je reste convaincu que le sujet majeur de très long terme qui fera la différence économique entre la France et l'Allemagne, c'est le sujet démographique. Qui, pour l'instant, n'est pas favorable à l'Outre-Rhin. Tout à fait. En 2017, on vous propose de rejoindre. Alors je vois que vous dodelinez sur le on. Oui, il vous est proposé de créer au fond une structure qui désormais s'appelle INLI, qui est le regroupement de 4 structures. Pourquoi acceptez-vous et pourquoi revenez-vous là directement dans l'action logement, c'est le cas de le dire, en l'occurrence. Pourquoi ce choix? Alors en fait, c'est pas tout à fait ça l'histoire. L'histoire, c'est que je m'étais dit il y a assez longtemps qu'avant 50 ans, j'aimerais bien avoir une troisième vie. Après avoir eu une vie de collaborateur, après avoir eu une vie d'élu ou de ministre, d'avoir une troisième vie en entreprise. Et donc j'avais cette volonté de me dire c'est avant 50 ans, pas après. Bon, j'avais hésité en 2012 en me disant est-ce que je continue la politique ou est-ce que j'arrête. J'ai peut-être cédé à la facilité de se dire les élections c'est dans un mois, c'est maintenant, il faut que j'y retourne. Un peu maintenant que jamais. Voilà. Donc j'y suis retourné pour 5 ans, sans regret d'ailleurs. Et puis est arrivée la primaire de la droite et du centre. Vous avez été dans l'équipe d'Alain Juppé. J'ai été le porte-parole effectivement d'Alain Juppé pendant cette campagne pour la primaire perdue. Et grosso modo au début, sans doute pas facile. C'est partie de la vie encore. Hein. Au début de la primaire, je m'étais dit soit Juppé gagne la primaire et la présidentielle, et je continue parce que j'aurai cette proximité essentielle pour avoir les arbitrages et pour pouvoir faire des choses avec le président de la République. Soit c'est pas le cas et j'arrête. Et je passe à autre chose. Bon. Alors, au moment où je me dis ça, c'est un moment où Juppé caracole dans les sondages. Donc c'est assez facile de le se dire à ce moment-là. Bon. Puis au moment où on perd, novembre ou décembre, je sais plus, novembre je crois, je me repose la question en me disant qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Et je décide très vite finalement d'arrêter. Et donc au mois de janvier, je commence à aller rencontrer un certain nombre de personnes. Je suis encore député, parce que je suis député jusqu'en juin.
Voilà, et je me dis, je vais arrêter la vie politique. Et donc j'ai rencontré un certain nombre de personnes, et j'ai rencontré notamment Jacques Chanu, qui est à l'époque président du groupe Action Logement, et qui me propose ce projet de dire, on veut au sein d'Action Logement, on fait que du logement social ou quasiment. On a, nous, l'analyse que les salariés, notamment des zones très tendues, ont un besoin impérieux de se loger aussi, mais qu'ils ne peuvent pas se loger dans le social, pas plus que dans le privé. Donc on a besoin de recréer cette gamme de logements intermédiaires. Et donc, si ça t'intéresse, deux missions. D'abord, fusionner les 4 boîtes préexistantes pour en faire une seule moyenne grosse en Île-de-France. Et puis ensuite, développer ces 80 000 logements intermédiaires en question. Et donc, on top en février ou en mars, je ne sais plus, sur ce schéma-là. Donc bien avant la présidentielle. Et puis, je me représente pas aux législatives, et dès le lendemain des élections législatives, puisque mon mandat cesse le lundi soir, juridiquement, même si l'élection se déroule le dimanche, le mardi matin, je commence cette nouvelle activité professionnelle. Dinely. Et donc, le logement, vous l'avez pas quitté, vous êtes resté fidèle à ce secteur qui, au fond, n'était pas votre secteur... Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un secteur que j'ai effectivement découvert en fonction ministérielle, qui m'a passionné pendant ces fonctions ministérielles, et effectivement aujourd'hui être en capacité d'œuvrer d'une autre façon, avec une autre casquette sur cette thématique-là, effectivement me passionne. C'est une bonne conclusion. Merci Benoît Apparu. Merci à vous. Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.